Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 63e épisode, nous profitons de l'actualité récente autour de l'IVG pour revenir aux sources de ce combat avec le Manifeste des 343, album paru dans la collection Marabule la semaine dernière. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Par un heureux hasard, au moment où arrive en librairie le Manifeste des 343, Histoire d'un combat, est discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat l'allongement de la période où une IVG est possible. Rien n'a jamais été simple en ce qui concerne la place et les droits des femmes dans la société, mais s'il fut bien un combat dont l'issue est longtemps restée incertaine et la lutte acharnée, c'est bien celui sur l'interruption volontaire de grossesse. L'album que nous propose depuis la semaine dernière l'éditeur Marabout dans sa collection Marabule nous le rappelle à un moment où ce droit fondamental continue d'être remis en question par une minorité certes, mais pas totalement invisible. L'éditeur a choisi de faire du combat féministe l'un de ses thèmes de la rentrée avec plusieurs albums qui mettent en avant des femmes célèbres ou anonymes qui ont décidé de faire changer les choses ou de faire réfléchir la société. C'est ainsi qu'en complément du Manifeste des 343 qui nous occupe aujourd'hui, vous pourrez retrouver une réédition augmentée de l'album mettant au centre celle qui a défendu le texte relatif à l'IVG à l'Assemblée nationale, Simone Veil. Pour en revenir au Manifeste des 343, cet album s'appuie sur une page de l'histoire de la lutte des femmes pour obtenir le droit à l'avortement, épisode qui se déroule au début des années 70. À cette époque, elles sont nombreuses chaque année à avorter en toute clandestinité en France, avec à chaque fois le risque d'y laisser sa peau ou au minimum d'en revenir stérile. Face à cela, les pouvoirs publics semblent sourds à la détresse de ces nombreuses femmes qui ne sont pas logées à la même enseigne, puisque les plus riches peuvent aller faire interrompre leur grossesse à l'étranger dans des pays qui ont déjà légalisé l'IVG. En plus des problèmes liés à la santé, l'IVG peut alors coûter très cher, tant sur le plan économique que sur le plan judiciaire, où une traque est organisée contre celles que l'on appelle alors les faiseuses d'anges ou les médecins ayant décidé de braver la loi. La loi, c'est justement ce que les signataires du manifeste, paru dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, veulent essayer de faire changer. Ce combat nous est raconté avec de nombreux détails dans cet album que l'on doit au scénario conjoint d'Adeline Lafitte, ancienne journaliste et scénariste pour la télévision, et Hélène Strag, scénariste et réalisatrice après être passée par l'ENA. Les deux prennent le temps de nous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cet épisode et n'hésitent pas à nous montrer une société où les politiques semblent ne pas se soucier du problème et les hommes semblent indirectement concernés. Restent alors les femmes, souvent seules avec leur détresse quand elles découvrent qu'elles sont enceintes et qu'elles n'ont pas envie de garder l'enfant. L'album montre cette détresse, à laquelle ne semble pas insensible Nicole Muchnik, jeune documentaliste au Nouvel Observateur, bien décidée à faire entendre la voix des femmes à travers un texte où elles avoueraient avoir eu recours à l'avortement. Nous la suivons mener son combat, auquel elle essaye de rallier ses collègues dans un premier temps, puis des femmes célèbres de l'époque ou des organisations féministes comme le MLF pour donner du poids à son initiative. Rien n'est simple pour la jeune femme que l'on regarde toujours d'un œil un peu amusé dans son entourage professionnel jusqu'au moment où celle-ci revient avec un manifeste rédigé et signé de la main de Simone de Beauvoir, grande figure féministe de l'époque. Pour illustrer cette histoire, le dessin d'Hervé Dufaux permet avec un trait simple et précis de rendre vie à cette époque et aux figures féminines qui se sont engagées dans ce combat. C'est aussi à lui que l'on doit le dessin de l'album Simone Veil l'Immortelle, qui sera une lecture plus que conseillée en complément du Manifeste des 343 pour bien comprendre le combat pour la légalisation de l'IVG en France. Sur les 138 pages de l'album, nous suivons ces femmes, épaulées parfois par quelques hommes de pouvoir au sein du journal, mener un combat qu'elles pensent vital pour la liberté des femmes, parfois contre vents et marées. Au moment où le droit à l'avortement va être étendu dans sa durée, mais se retrouve encore contesté, le Manifeste des 343 vient nous rappeler que ce combat ne fut pas simple à mener et qu'il a été une véritable avancée salutaire pour la santé des femmes. Le Manifeste des 343 est donc une bande dessinée dont on recommande plus que chaudement la lecture en cette période, d'autant que c'est un album passionnant de la première à la dernière page. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art
en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons le journal des sorties de la semaine par le nouvel album de Mathieu Sapin qui nous entraîne encore une fois dans les coulisses du pouvoir. Dans Comédie française, Voyage dans l'antichambre du pouvoir, l'auteur se livre à un subtil parallèle entre le dramaturge Jean Racine qui se rêvait en courtisan du roi Soleil et sa tentative personnelle d'approcher au plus près Emmanuel Macron. Avec l'autodérision qu'on lui connaît, Mathieu Sapin en profite pour interroger la fascination que peut exercer un chef d'État et les liens qu'il peut y avoir entre l'art et l'exercice du pouvoir. À la fois amusant et se prêtant à la réflexion, ce nouvel album édité chez Dargaud est une véritable réussite que l'on vous recommande chaudement là aussi. Chez Dupuis, le duo Zidrou au scénario et Franck P au dessin nous propose cette semaine une relecture passionnante du fameux Marsupilami dans l'album sobrement intitulé La Bête. L'histoire nous plonge dans les années 50, en Palombie, où une tribu d'Indiens Cautas capture le Marsupilami et le vend à un trafiquant d'animaux exotiques. Quand l'animal débarque sur le continent européen au port d'Anvers, il arrive à se sauver de sa cage et finit par être recueilli par François, un jeune garçon qui vit dans la banlieue de Bruxelles. Si le déracinement n'est pas facile à vivre pour le marsupio, l'amitié entre le jeune garçon et l'animal permettra d'apporter une lueur d'espoir dans cette histoire qui est à la fois un bel hommage à Franquin et une dénonciation de la captivité des animaux sauvages. Fruit d'une collaboration entre Lewis Trondheim, qui signe le scénario, et Alfred, qui signe le dessin, Castelmore fait partie de ces albums très attendus par les amoureux du 9e art en France. Le récit nous transporte à l'époque médiévale en compagnie d'un mythographe, personne chargée de compiler et raconter toutes les histoires fabuleuses et improbables de la région. Si tous les récits fabuleux qu'il colporte ont tous un côté improbable, l'un reste à part de tous les autres, le mystère de Castelmore. Ce récit, qui semble concerner de nombreuses personnalités de la région, n'a pas livré tous ses secrets et notre mythographe va essayer de faire toute la lumière sur cette malédiction qui dure. À la fois poétique, drôle et énigmatique, voilà un album à ne pas manquer que l'on doit aux éditions Delcourt. C'est avec le tome 5 qui nous entraîne du 22 juillet au 31 décembre 1988 que Philippe Squarzoni conclut sa série Homicide. Équivalent en bande dessinée de la série The Wire, imaginée par David Simon, Homicide nous plonge dans le quotidien des policiers de la ville de Baltimore aux États-Unis. Dans cette ville, où la criminalité et les trafics en tout genre sont le lot quotidien des forces de l'ordre, on y suit les détectives Donald Waltermeyer et Tom Pellegrini embarqués sur des affaires de meurtre dont la recherche du plus petit détail peut être déterminant pour mettre la main sur les coupables. La ville aux 240 meurtres par an est le terrain idéal pour voir à l'œuvre les fins limiers dont on achève l'année à leur côté avec le sentiment que de nombreuses nouvelles affaires les attendront l'année suivante. Série haletante et passionnante que l'on doit aux éditions Delcourt, c'est le moment ou jamais pour la découvrir alors que celle-ci s'achève. Terminons en revenant sur une sortie de la semaine dernière avec Syntex, Un prince dans sa citadelle, album que l'on doit aux éditions Paquet, au scénario de Bernard Chabert et au dessin de Romain Hugo. Celui qu'on connaît pour être l'auteur du Petit Prince, roman français le plus vendu à ce jour, était aussi un pilote émérite, même si parfois moqué par ses pairs. Pilote dans l'aéropostale, il aura sillonné la planète depuis le ciel, à bord de son minuscule cockpit, qui aura été pour lui la pièce dans laquelle il aura vécu de fabuleuses aventures. Devenu écrivain et grand reporter, témoin de la guerre d'Espagne, pionnier de l'aviation et raconteur de grands talents, Saint-Exupéry a vécu 1000 vies durant les 44 ans de son existence sur Terre. Devenu immortel et légendaire, Syntex prend vie ici sous les magnifiques dessins d'un Romain Hugo dont le père a volé avec le héros de son album. Une bande dessinée magnifique à côté de laquelle on vous conseille de ne pas passer. Voilà, nous en avons terminé avec ce 63e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Le Manifeste des 343 ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter @lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 64e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.